Jeudi, nous sommes le 1er août 2019. Bonsoir à tous et merci de choisir notre programme pour vous informer. Dans Décryptage ce soir, nous parlons Tunisie, présidentielle anticipée, un an après, et celle-ci est plein de surprises. On se demande concrètement ce qui va se passer. Mamadou Diouf, bonne arrivée d'abord. Merci. Alors, on a vu tout ce qui s'est passé avant cette élection qui est annoncée d'une façon anticipée en Tunisie. Le président qui a cassé la pipe, comme on a l'habitude de le dire en Afrique. Ça pose un réel problème de la santé des chefs de l'État, souvent longtemps décrit en Afrique, non? Oui, quand un président est âgé de 92 ans, on ne peut pas dire que sa mort est une surprise, même si on ne le souhaite pas du tout. Est-ce qu'il mérite la mort à 92 ans? C'est pourquoi j'ai dit, même si on ne lui souhaite pas la mort, on ne peut pas parler de surprise. Moi, je crois que le problème de fond ici, c'est la question, est-ce qu'à 90 ans, on doit pouvoir accepter que quelqu'un soit président de la République d'un pays? Parce que... Il était venu dans les 80 quelques, non? 85 ou 86? Non, il a fait un seul mandat. Donc, quand il venait, minimum qu'il avait, c'était 87 ans. Est-ce qu'il est raisonnable qu'on soit âgé de 87 ans et qu'on soit candidat aux élections présidentielles à cet âge? Je crois que c'est ça qu'il faut résoudre parce que tout le monde le sait. Quand on va vers le troisième âge, la question de la santé devient une question non plus de santé tout court, mais une question de l'âge également. À partir de ce moment, si on veut des présidents qui soient en très bonne santé, il faut penser à faire ce qui se passe dans bien des pays, la limitation de l'âge des candidats, pour ne pas se retrouver dans la situation comme celle dans laquelle... Mais pourquoi en Afrique, à part Patrice Guillaume Athanas, talent au Bénin, qui a eu l'audace de brandir son bulletin de santé après avoir suivi des opérations en France, on a vu des présidents qui se sont dit qu'ils ne sont jamais tombés malades, hein? Oui, mais que ce soit au Sénégal, même autant de Kérékou, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est le même scénario pratiquement. Mais, bien sûr, les présidents ont une manie toute simple. Il suffit d'aller en visite privée ou de prolonger une visite officielle. Ça permet de passer à l'hôpital et de régler ce qu'on veut régler, sans pour autant que ça soit une évacuation sanitaire. Ensuite, on rentre à la maison comme si de rien n'était. En fait, le problème, ce n'est pas que le président tombe malade. Les présidents sont des êtres humains, ils ont un organisme comme tout le monde. Oui. Il est tout à fait normal qu'ils puissent avoir des problèmes de santé. Quand on parle de ces bulletins de santé, c'est les textes qui le disent. Quand quelqu'un veut être président de la République, il doit pouvoir prouver son aptitude. Et ce n'est pas président de la République. Vous avez des concours pour devenir enseignant, des concours pour des fonctions au niveau de l'administration. On exige quoi? Un certificat de visite et de contre-visite pour montrer que vous avez l'aptitude en matière de santé. Est-ce qu'on peut l'exiger pour des postes? Je ne dirais pas petits, parce que ce serait comme si je les sous-estime. Et puis au poste du président de la République, qu'on veuille dire que ce n'est pas une question importante. Au contraire, c'est là où c'est le plus important. Parce que si le président est tout le temps malade, s'il faut tout le temps l'évacuer avec un avion, c'est le budget du pays qui va souffrir. Alors que tout le monde sait que dans nos pays, le budget ne suffit à rien, à plus forte raison pour s'occuper de la santé d'un président qui serait plutôt maladif. Normalement, on devait voter au plus dans 2-3 mois dans ce pays-là, mais c'est de façon anticipée après le décès du chef de l'État. Il faut qu'on passe à l'essentiel qui est bien sûr les élections. Oui, mais c'est la procédure. La Tunisie a été rattrapée par le décès du président Kaïd Essebsi et le décès mélange, j'allais dire, le calendrier électoral. Parce qu'il était plutôt prévu des élections législatives d'abord, des élections présidentielles ensuite. Les dates étaient connues. Avec la mort du président de la République, après la constatation de la vacance, ils se sont soumis au texte du pays qui veut que les élections soient organisées au minimum 45 jours après, au maximum 90 jours après. Et les 90 jours vient bien avant la date qui était prévue pour l'élection présidentielle. De sorte que, à part Ennahda et un autre parti qui est même un parti dissident de Nida Tounes, qui demande à ce qu'on reporte les élections. Le parti dissident demande même à ce qu'on fasse un couplage. Au lieu d'organiser les présidentielles, d'organiser ensuite les législatives, qu'on recule les élections présidentielles pour l'organiser en même temps que les élections législatives. Parce qu'en fait, la vérité, les partis ont été pris de court. Tout le monde était dans une stratégie de comment s'asseoir confortablement d'abord au niveau de l'Assemblée pour aller ensuite conquérir la présidence. Alors qu'aujourd'hui, les jeux sont inversés. Il faut gagner d'abord
la présidentielle et aller se battre pour les législatives. De sorte que même jusqu'à présent, bien qu'on est très proche des dates, parce que l'élection va avoir lieu le 15 septembre, l'instance qui s'occupe des élections a donné la date. Le dépôt des candidatures, c'est entre le 2 et le 9 août. Donc, on y est pratiquement. La campagne électorale, c'est entre le 2 et le 13 septembre. On est à pratiquement 45 jours des élections. Et jusqu'à présent, vous avez des partis qui n'ont pas encore dit qui sera leur candidat. Justement, sur ce point, le président est décédé, ça c'est un fait. Mais est-ce que le contexte est favorable vraiment pour une élection présidentielle actuellement dans ce pays? Il n'y a pas de crise particulière en Tunisie. Non seulement il n'y a pas de crise particulière, le président était en train de terminer son mandat. S'il était resté vivant, il y aurait eu des élections en novembre, parce que son mandat allait se terminer en novembre. Donc, l'élection en tant que telle n'intervient pas de façon extraordinaire, parce qu'on allait tranquillement vers les élections présidentielle, vers l'élection présidentielle après les élections législatives. C'est son décès qui a inversé le calendrier électoral tout simplement. Mais la Tunisie n'est pas dans une crise, de sorte qu'on ne soit pas en mesure d'organiser une élection présidentielle. On va parler un peu des différentes forces présentes actuellement dans le pays. Oui, les différentes forces en présence, en fait, depuis fort longtemps, les deux forces, parce qu'il y a deux mastodontes au niveau de la Tunisie, c'est Nida Tounes, le parti du président défunt, parce que c'est lui qui l'a créé, un parti même qui paradoxalement avait été créé pour rassembler les gens contre les islamistes, puisque c'était ça le ciment de ce regroupement qui était un regroupement hétéroclite. L'autre force, qui est la force la plus importante aujourd'hui sur le plan parlementaire, c'est Ennahda, le parti islamiste. Vous avez maintenant d'autres individus qui sont là, d'autres partis qui sont nés de Nida Tounes, parce que je parlais de rassemblement hétéroclite. Nida Tounes est en miettes. Et ça, pas à cause du décès du président, mais bien avant le décès du président, beaucoup sont allés créer leur parti. Même le Premier ministre Shahid a également créé son parti. Mais lui, il est également dans ce flou. Il sera candidat. Un de son parti dit c'est lui qui va être le candidat. Lui, il dit qu'il n'a pas encore l'intention d'être candidat alors qu'on est à 45 jours des élections. Vous voyez un peu comment l'effet de surprise a fait de sorte qu'il est difficile de mettre en place une stratégie pour bien des gens. Sur les réseaux sociaux, il y a un autre qui est là, Karoui, qu'on dit que c'est lui qui est le candidat qu'il faut. Parce que, bon, on l'a vu faire une pré-campagne en se cachant derrière l'humanitaire. C'est lui à lui qu'on voulait barrer la route récemment au niveau de l'Assemblée en votant une loi disant que ceux qui ont distribué des choses aux populations, aux citoyens tunisiens ne pourront pas être candidats aux élections présidentielles. Mais le président est décédé sans avoir promulgué ce code électoral. Il y a le ministre de la Défense qui semble être le dauphin du président de la République pour ces élections. Parce qu'il ne l'a pas exprimé, bien que tout le monde avait senti à un certain moment qu'il l'avait beaucoup rapproché de lui, et qui semble faire l'affaire également des islamistes de Ennahda qui considèrent que c'est un homme du consensus comme le président de la République et pourrait continuer dans la logique de consensus dans laquelle se trouvait le président, parce qu'il faut le rappeler, bien que Nida Tounes ait été créé à l'époque contre les islamistes, aujourd'hui, Nida Tounes est en train de gouverner avec les islamistes. Alors, on sait qu'après le décès du chef de l'État tunisien, on a vu quelques personnes qui ont procédé à la création des différents partis. Comment on peut comprendre ça? En fait, pour ce qui est de Nida Tounes, ça se comprend clairement parce que c'était d'abord un rassemblement hétéroclite. Est-ce qu'il y avait dit ce qui veut dire qu'il y avait vraiment de grincement de dents dans le rang? On faisait semblant de taire tout cela. Non, c'est que c'était un rassemblement hétéroclite. Les gens se sont retrouvés, c'était pour faire barrage aux islamistes au moment des élections de 2014. Il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire. C'était juste une coalition des circonstances pour pouvoir... De sorte qu'à l'exercice du pouvoir, il y a eu beaucoup de difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, Nida Tounes est en miettes. C'est vraiment les regroupements qui s'étaient retrouvés là-bas. Déjà, certains étaient partis en disant qu'ils ne retrouvent plus ce qui les avait amenés. Parce que pour un parti qui était là pour faire barrage aux islamistes, qui après les élections a comme meilleur allié les islamistes, certains ont trouvé que c'était paradoxal. Ils ont préféré déjà quitter la barque. D'autres sont restés en contestant, en plus du fait que le président étant âgé, le président ayant dit clairement, bien avant son décès, qu'il n'était pas candidat
à un autre mandat. Il était juste là pour un mandat. Hein. Bien sûr, d'autres étaient intéressés pour prendre la relève, y compris son fils d'ailleurs, parce que les problèmes avec son fils également ont participé à l'émiettement de ce rassemblement nidatounès, parce que parfois, à un certain moment, les gens avaient l'impression que bon, c'est comme si le père va partir et puis le fils va prendre. La Tunisie n'avait pas fait sa révolution pour qu'on se retrouve également avec une dévolution monarchique du pouvoir dans un pays qui se considère comme étant une république. Justement, avec son fils actuellement, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que tout est chamboulé? Oui, mais son fils a très peu de chance parce que c'est vrai qu'il s'est mis au devant du parti à un certain moment, mais il n'a pas été soutenu. Ça a plutôt créé de la dissidence. Il n'a pas été capable de regrouper les gens. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en termes de dauphin, on pense plus au ministre de la Défense, Zibi, qu'à son fils. Son fils, pratiquement, actuellement, personne n'en parle pour ce qui est de Nidatounès parce qu'il fait partie de ceux qui ont créé la dissidence, l'émiettement au niveau du parti de son père. Alors, sur le plan social, est-ce que l'on n'est pas tenté de dire à l'heure actuelle que celui qui sera le successeur, bien sûr, du président dauphin aura beaucoup à faire? Mais bien sûr, il aura beaucoup à faire parce que les islamistes ont été les premiers à être au pouvoir après la révolution, puisque c'est eux qui avaient mis Marzouki au pouvoir. C'était le candidat des islamistes, c'est pourquoi il a gagné. Il n'aurait pas été capable de gagner les élections. Ce qui leur a créé des problèmes, c'était cette demande sociale. Parce que quand un pays sort de ce genre de révolution, les gens veulent tout et tout de suite. Les gens n'ont pas été patients, finalement on s'est entendu. Les islamistes ont eu la bonne stratégie en acceptant d'écourter leur mandat, d'aller gagner les législatives, et à défaut d'être le roi, c'est eux les faiseurs de roi, puisqu'ils dominent le Parlement. Ça a fait que le président, en tant que quelqu'un de très réaliste, a préféré s'allier avec eux pour ne pas se retrouver dans une situation de blocage. Donc celui qui viendra, comme les gens l'ont toujours dit, le fort du président Essebsi, c'est d'avoir réussi à vraiment calmer la situation politique. Calmer, peut-être pour un temps donné. Calmer carrément la situation politique, puisque les deux forces qui étaient là, qui devaient s'opposer sur l'échiquier politique, c'est ces deux forces qui étaient alliées. Aucune autre force, même les autres forces réunies, ne faisaient pas une seule de ces forces. Donc politiquement, il y avait une stabilité, c'est indiscutable. Mais le problème, c'est que sur le plan social, sur le plan économique, les difficultés n'avaient pas grandement évolué. Ce que les gens revendiquaient, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la révolution en Tunisie, c'est un jeune homme qui était là, qui se battait pour pouvoir joindre les deux bouts, qui a fini par s'immoler par le feu à cause de la détresse. Cette même détresse est encore là. D'ailleurs, tout récemment, avant la mort du président de la République, on a vu les gens manifester en réclamant toujours à ce que les questions sociales, la question du chômage, les questions économiques soient réglées, parce que ces questions ne le sont pas jusqu'à présent. À côté de ces deux points que vous avez eu à citer tout à l'heure, il y a le point sécuritaire. Hein? On n'est pas épargné dans le pays. La question sécuritaire, malheureusement, c'était une des raisons pour lesquelles on avait éloigné les islamistes du pouvoir, en considérant que c'était eux. Mais ils sont toujours là? Oui, mais ils sont toujours là parce qu'il ne faut pas confondre un islamiste et un djihadiste. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. C'est qui un islamiste? C'est les islamistes qui sont au pouvoir au Maroc. C'est les islamistes qui sont au pouvoir en Tunisie. C'est les islamistes qui sont au pouvoir en Turquie. C'est des gens qui, dans leur projet de société sur le plan politique, s'inspirent d'un certain nombre d'éléments tirés de la religion. Ce n'est pas des gens qui sont violents. On a essayé de les accuser d'être responsables des attentats. Quand ils ont accepté, parce que c'est eux qui ont accepté de quitter le pouvoir, les attentats ont continué. Pire même, la période de Essebsi a connu des attentats qu'on n'a pas vus pendant que les islamistes étaient là. Donc cette question d'insécurité est là, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la Tunisie n'est pas loin de la Libye, c'est la première chose. Mais un État est laïque, après tout. Pourquoi vouloir diriger un pays en se basant sur une doctrine bien définie? Non, il ne s'agit pas de diriger un pays sur la base d'une doctrine bien définie. Les islamistes ont créé leur parti sur la base d'une doctrine. La question qu'ils avaient posée, pourquoi en Tunisie, dans un pays majoritairement musulman, quelqu'un peut créer son parti, se réclamer de l'athéisme, et on va reprocher à quelqu'un de créer un parti et de se réclamer de la religion. Il donnait également l'exemple de l'Allemagne avec le parti d'Angela Merkel, qui est un parti démocrate chrétien, qui s'inspire également de la religion. Pourquoi l'accepter d'un côté et le refuser de l'autre?
Donc, ce n'est pas des arguments qui manquaient parce que c'est des professeurs d'université, c'est des intellectuels futés. Et quand on voit comment ils ont quitté le pouvoir tout en restant, entre guillemets, au pouvoir, ça montre qu'on n'est pas en face de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Actuellement, ils ont été pris de court par tout le monde, plutôt comme tout le monde. Ils sont certainement en train de mettre en place leur stratégie et ils risquent de garder la stratégie qu'ils utilisent depuis quelque temps. Au lieu d'être le roi, c'est eux qui vont faire le roi au niveau de cette présidentielle. Mamadou Diouf, c'est déjà la fin. Que peut-on souhaiter à la Tunisie? Une campagne électorale qui se passe dans de très bonnes conditions, que le pays continue avec ce processus démocratique. Parce que je me dis que les Tunisiens ont payé un prix fort pour faire partir le président Ben Ali. Il ne faudrait pas que ces gens se retrouvent encore à devoir se lever pour payer encore un prix fort pour obtenir ce qui les avait amenés à faire partir le président Ben Ali. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. Juste après l'info, on se retrouve pour l'invité.